Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une histoire brève et plutôt marquante pourtant d'un monument qui a disparu aujourd'hui. C'est la Bastille. Devenue peu à peu une prison, elle n'aurait pas marqué l'histoire si les révolutionnaires n'avaient pas décidé de la prendre en otage et de la détruire en 1789. Et pour lui rendre hommage en ce beau 14 juillet 2017, eh bien nous allons écouter solennellement la Marseillaise. Je sais pas pourquoi, mais la Med, j'ai pas l'impression que ça fasse plus patriote. La Bastille, ou plus précisément la Bastille Saint-Antoine, a été construite à l'emplacement de la place de la Bastille. Ah non, mais c'est vrai que c'est cohérent, hein. Entre 1370 et 1383, soit sous le règne du roi Charles V. C'était une forteresse destinée à défendre le port Saint-Antoine et les remparts de l'est de Paris. Cela permettait de protéger le roi en cas de révolte puisque c'est la route qu'il devait emprunter pour aller se cacher. Par la suite, elle devint une prison d'État sous Louis XI, puis un coffre-fort ainsi qu'un lieu de réception sous François Ier. Oui, c'est sûr que son aspect se prête vachement à faire la fête. Car oui, la Bastille était surtout une mini-forteresse, car elle a été construite sur un modèle de 4 tours beaucoup utilisé au Moyen-Âge, les 4 autres tours ayant été ajoutées ultérieurement. Elles ont été nommées Tour du Coin, Tour de la Chapelle, Tour du Trésor, Tour du Comté, Tour de la Berthaudière, Tour de la Basinière, Tour du Puy et Tour de la Liberté. Elle défendait un bâtiment de 66 mètres de long, 34 mètres de large, avec une hauteur de 24 mètres, le tout accompagné d'un fossé de 25 mètres de largeur et de 8 mètres de profondeur. Vous allez me dire alors que, elle était inattaquable. Eh bien c'est drôle parce que ça a été totalement l'inverse. Et oui, ce monstre de pierre n'était pas plus impressionnant pour ses attaquants, puisque la Bastille se rendait à chaque attaque et le gouverneur changeait donc à chaque fois. Ce fut le cas par exemple lors de la journée des barricades, soit la 8e guerre de religion. Elle se rend le 13 mai 1588 et c'est Jean Buzy Leclerc qui devient gouverneur, suivi de Sully en 1602, puis de la Louvière lors de la Fronde en 1649. Donc 3 gouverneurs qui se succèdent en à peine 60 ans. Très crédible hein, comme prison royale. Car oui, la Bastille était surtout connue pour être la prison par excellence où tous les opposants au roi étaient envoyés. Ils étaient alors condamnés par une lettre de cachet, lettre qui t'envoie direct en tôle par la seule signature du roi, sans aucune autre forme de procès, comme pour Fouquet sous Louis XIV par exemple. Ah là là, la justice. Qu'arrivait-il quand un nouveau prisonnier arrivait ? Eh bien, il était accueilli par le capitaine des portes, car oui, messieurs, dames, tu n'étais pas le simple gardien, hein, tu étais le capitaine des portes. Ce dernier sonnait alors la cloche, enclenchant ainsi le travail de tous les membres de cette immense prison. Il y a donc le gouverneur qui dirige et gère la prison, et il est assisté par un lieutenant du roi, assurant la sécurité du lieu, et un major pour l'économat et les archives. Tous les employés en contact direct avec les prisonniers étaient sous la responsabilité d'un officier, et s'appelaient les porte-clés. Qui est un nom de merde, faut l'avouer. Mais il y avait aussi un service médical, un chapelain et un confesseur. Si à cela on ajoute les prisonniers au nombre de 800 entre le 14e et le 17e siècle, ça fait un paquet de beau monde là-dedans. Dans les prisonniers célèbres, nous avons François de Montmorency, beau-frère de Charles IX, emprisonné entre 1574 et 1575. Ce dernier était fils illégitime d'Henri II, mais quand même maréchal de France, hein, donc sacré bonhomme. Mais ça n'empêche pas de finir à la Bastille pour avoir été à la tête d'un complot organisé par son clan des catholiques modérés. Oui, parce que tu as les catholiques modérés, hein, ceux qui se disent que ça va, on peut laisser un peu les protestants tranquilles. Et puis tu as les catholiques gros connards sadiques qui décident de les tuer, les éventrer à la Saint-Barthélemy. Sous Louis XV, c'est Beaumarchais, célèbre auteur du Mariage de Figaro, qui fut arrêté pour ses pièces subversives et provocantes, notamment celle que je viens de citer. Il y eut Voltaire aussi, grand philosophe que vous connaissez très probablement, qui a passé 2 séjours à la Bastille. Une première fois en 1717, car accusé d'avoir fait une offense envers le régent Philippe II d'Orléans avant d'être libéré et innocenté 11 mois plus tard. Une deuxième fois, lorsqu'il provoqua le noble chevalier de Rohan, qui le poussa à bout jusqu'à ce que le philosophe le provoque en duel à l'escrime. Et pour qu'il lui foute la paix, une petite lettre de cachet par le roi et hop, le petit Voltaire derrière les barreaux. Et c'est pour ça qu'il s'est barré en Angleterre juste après. Mais revenons à Fouquet, le plus célèbre, qui a attisé la jalousie du roi Louis XIV en construisant le château de Vaux-le-Vicomte, qui poussera l'ego du roi à construire Versailles. Il est également supposé être le fameux masque de fer. Si vous le connaissez pas, alors déjà, de 1, comment vous avez fait, et de 2, regardez cette vidéo.
C'est un prisonnier détenu sous Louis XIV dont on n'a jamais su l'identité par le port de son masque de fer et de ses gants. Les historiens ont pensé à diverses possibilités, que ce soit le fils illégitime du roi, son frère jumeau, un amant de la reine ou même d'Artagnan, Molière et notre petit Fouquet. Mais en fait, ce ne serait qu'un personnage ayant divulgué des informations confidentielles à propos du roi. Mais venons-en au plus intéressant. Le 14 juillet 1789, à l'aube, Paris s'éveille. Munis de leurs armes de fortune, les révolutionnaires s'avancent vers le symbole de... Oui, enfin, pas besoin d'en faire un plat non plus, hein. Donc pour résumer la fameuse prise de la Bastille, après avoir piqué des armes aux invalides, les prisonniers sont allés chercher de la poudre dans le fort qui nous intéresse. Parce que sans poudre, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ils demandent alors au gouverneur d'Olonais d'obtenir les clés, mais il veut pas. Alors il y a des gens qui commencent à entrer, le gouverneur tire, mais finalement il capitule sous la menace en fin d'après-midi en échange de sa vie. Mais comme les révolutionnaires c'est des thugs, ils le décapitent 1 heure plus tard et ça aura été la première tête au bout d'une pique. Après avoir donc tué le gouverneur et pris la poudre, ils vont aller voir les prisonniers pour glorifier leur victoire et dénoncer les incarcérations abusives de la monarchie. Mais pas de bol, il y en a que 7. Parce que oui, on va remettre les choses au clair, même si c'est une prison. N'imaginez pas que la Bastille, ce sont des centaines de prisonniers agglutinés les uns sur les autres en train de brailler et de s'entretuer. La prison ne pouvait qu'accueillir une 50aine de prisonniers en même temps, et en général la Bastille était presque vide, car il s'agissait surtout d'une prison politique et symbolique. Très peu de prisonniers y sont morts, et beaucoup ont été très vite libérés, car il s'agissait aussi d'éminents personnages, qui vivaient dans des conditions de détention plus que confortables. Bref, ça le fait pas trop pour des révolutionnaires qui veulent dénoncer la cruauté de la monarchie. Ils vont donc inventer le comte de l'Orge, un vieillard à la longue barbe chargé de chaînes, à moitié nu au fond d'un cachot depuis 30 ans, et qui sera porté en triomphe par les amis de la liberté. Quelle imagination! La Bastille sera alors démontée pierre par pierre dès le lendemain, ce qui symbolisera la fin de la puissance royale, et donc de l'Ancien Régime. Son emplacement sur la place de la Bastille est marqué par des pavés, et la colonne fut construite en 1830. Il faudra attendre longtemps pour que le 14 juillet soit une fête nationale, car ce n'est qu'en juillet 1980 qu'elle est fêtée. Mais on célèbre plutôt le 14 juillet 1790, et non 89, qui sera nommé Fête de la Fédération, où les révolutionnaires et la famille royale fêtent la prise de la Bastille, montrant une possible réconciliation. Et voilà pour l'histoire de cette fameuse forteresse de la Bastille, qui n'est connue que pour sa destruction en 1789, mais qui avait malgré tout une longue histoire derrière elle. Et c'est ainsi que l'on comprend pourquoi les révolutionnaires l'ont choisie pour célébrer leur victoire, et en quoi elle a été le début de la fin pour le roi et la monarchie. Mais ce n'était pas non plus la prison cruelle et terrible et sombre que l'on s'imagine, non, c'était juste une forteresse de base avec quelques prisonniers dedans pour faire genre, parce que c'était surtout un symbole. Il n'existe plus aujourd'hui, mais sa place est l'une des plus importantes dans Paris, et en plus ça doit être l'un des seuls monuments qui a fait son histoire avec sa destruction.